Bonjour, question sur une dissolution, car le soir de l'élection européenne, le président de la République a annoncé une dissolution de l'Assemblée nationale. Dès le lendemain après-midi, publication du décret relatif à cette dissolution et convocation des électeurs avec effet immédiat. Nous conduisant au calendrier que voici, déclaration des candidatures entre le 12 et le 16 juin, donc campagne électorale qui commence le 17 et élection le 30 juin 2024, la veille dans les départements français des Amériques et en Polynésie, et puis second tour le 7 juillet. Ça pose plein de questions juridiques et on a vu d'ailleurs très vite en ligne beaucoup de bêtises écrites. Alors, j'ai voulu faire appel à des grands spécialistes connus que voici. Bonjour. Bonjour. Première question, avons-nous un problème de délai ? Écoutez, ça dépend de ce dont on parle. On a beaucoup entendu dire qu'il y aurait des problèmes avec le délai de dépôt des candidatures, par exemple, au regard des délais fixés par le Code électoral. Mais sur ce plan-là, il n'y a pas de difficulté, puisque le Conseil constitutionnel, en 1981 et en 1988, a jugé que la Constitution prévaut sur le Code électoral, et donc c'est le décret de convocation qui fixera les dates auxquelles les candidatures seront déposées, et non pas les dispositions classiques du Code électoral. Par contre, sur la question du délai de la convocation des électeurs et les dates qui ont été prévues pour les élections législatives, il pourrait y avoir un débat juridique devant le Conseil constitutionnel. Donc, pas de problème de délai. Que ces dates respectent parfaitement les conditions de l'article 12 de la Constitution, mais M. Macron a choisi le calendrier le plus serré pour des raisons tout à fait évidentes. D'abord, quand il y a une crise, il faut la solder le plus vite possible. Et ensuite, après le 7 juillet, nous entrons dans la séquence 14 juillet, puis Jeux Olympiques, puis vacances. Tout ça ne remplit pas des conditions idéales pour faire des élections législatives. Et évidemment, les comptes de campagne qui normalement sont, autrefois c'était 1 an, maintenant c'est 6 mois, commencent à compter effectivement de cette convocation. Absolument. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les dates de départ sont les dates de la dissolution. Tout à fait. Ce qui conduit en pratique à des délais fort brefs pour des partis politiques qui ne s'y étaient pas préparés. 20 jours, c'est très court. C'est 10 jours pour choisir les candidats et une campagne électorale qui démarre. Donc dans la rapidité, il y a effectivement une intention politique, une manœuvre politique, c'est évident. C'est pas nécessairement celle du président de la République, ce serait celle de n'importe quel leader politique qui est avec des instruments, et il joue avec ces instruments. Celui-là, la rapidité, est un instrument. Et c'est un instrument qui a son importance pour le choix des candidats, très rapidement. Et puis un deuxième aspect qu'on oublie souvent, pour faire une campagne électorale, il faut de l'argent. Et aujourd'hui, les partis politiques ont plutôt des caisses vides, notamment après l'élection européenne et après une élection, je rappelle, de 2022 quand même, qui a coûté très cher. Et voilà. Donc le problème financier a aussi son importance et c'est une arme de guerre dont tout le monde use en politique. Un point qui était débattu, c'est les consultations de l'article 12 de la Constitution. L'article 12 de la Constitution prévoit que le président de la République ne peut prendre sa décision qu'après avoir consulté le Premier ministre et les présidents des 2 assemblées. On se met à évoquer les modalités de cette consultation. Pour le Premier ministre, quand il est du bon côté de la majorité, ça ne pose guère de difficultés. Pour les présidents des assemblées, c'est un petit peu différent et l'expérience montre qu'il n'y a aucune formalité requise. En 1962, la consultation du président Monnerville, fiefé opposant à l'époque à la politique du général de Gaulle, s'était contenté d'un échange de lettres. Monsieur le président du Sénat, je vous consulte sur l'opportunité de la dissolution de l'Assemblée nationale. Monsieur le président de la République, vous m'avez consulté sur l'opportunité de la dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne suis même pas certain qu'il y ait eu un sentiment d'opportunité dans la réponse du président Monnerville. En 1988, après la première cohabitation, Jacques Chaban-Delmas avait clairement indiqué qu'il ne voyait aucune raison de dissoudre l'Assemblée nationale, même après la réélection de François Mitterrand.
Bon, c'était les précautions de langage qui n'étonnaient personne et la dissolution a été prononcée. Aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale a été consultée dans un cénacle un peu large où en privé la question demeure posée, mais peu importe. Quant au président du Sénat, nous n'avons aucune information à ce jour sur la manière dont il a été consulté, mais on pouvait parfaitement faire simplement un coup de téléphone ou un échange épistolaire. Emmanuel Macron et Gérard Larcher ont l'habitude de se joindre assez facilement, ce n'était pas très compliqué. Donc là, pas de formalité particulière. Autre sujet que l'on voit souvent abordé, que deviennent les projets de loi et propositions de loi en cours? Alors, les textes qui sont en navette restent indéfiniment en navette. Nous avons eu un cas d'adoption 10 ans après l'introduction d'un projet de loi. Donc, ces textes peuvent être repris ou rester en navette. Il est décent à ce moment-là que la commission parlementaire reprenne ses travaux ab initio pour un texte en cours de débat, comme ce serait le cas sur le texte sur la fin de vie. Mais ces textes pourraient être repris. Classiquement, ils ne le sont pas. C'est plutôt l'exception qu'un texte soit repris par une assemblée suivant une assemblée précédente, mais juridiquement, procéduralement, ils peuvent l'être. Quant aux propositions de loi non encore examinées, la règle, c'est table rase, c'est-à-dire qu'elles tombent dans l'oubli. En cas de cohabitation, rappelons, si vous le voulez bien, les répartitions classiques des pouvoirs entre chef de l'État et chef du gouvernement. Ce qui est clair, d'après les 3 longues expériences de cohabitation menées précédemment, c'est la répartition des règles entre le président de la République et le Premier ministre. Il n'y a pas d'ailleurs que la Constitution, il y a la pratique, et il y a eu des accords dès 1986 entre l'Élysée et l'hôtel Matignon, indirectement entre François Mitterrand et Jacques Chirac, sur la définition des responsabilités des uns et des autres, en particulier en matière de politique étrangère ou de défense, où à l'évidence il ne peut pas y avoir de politique contradictoire. À l'inverse, en ce qui concerne la politique intérieure, je prends par exemple les problèmes sociaux, les problèmes scolaires ou les problèmes de sécurité, le Premier ministre a nettement une supériorité par rapport au président de la République. Il dispose en particulier de la possibilité de présenter des projets de loi devant le Parlement et d'essayer de les faire approuver. Alors, la cohabitation n'est pas un système parfait, chacun le sait, mais elle n'a pas empêché la France d'être gouvernée de 1986 à 1988, de 1993 à 1995 et de 1997 à 2002. Est-ce que cette hypothèse est susceptible de revenir prochainement? Là aussi, l'avenir nous le dira. Oui, reste que si on est tous un peu habitués à la répartition des pouvoirs en cas de cohabitation, donc concordance des majorités, on n'a pas eu l'habitude de traiter de cette cohabitation face à une assemblée pour laquelle on pourrait ne pas avoir de majorité absolue. Et qui détient ces pouvoirs de parlementarisme rationalisé entre le président de la République et le Premier ministre? On sait que le Premier ministre en a beaucoup de pouvoirs, mais qu'en est-il concrètement? Nous avons eu 3 expériences de cohabitation, mais toutes les 3 s'étaient faites sur un régime de septennat, pendant que s'appliquait un mandat de 7 ans. Ce qui expliquait d'ailleurs ces cohabitations, y compris la 3e de 1997 à 2002. Là, on n'est plus dans cette configuration. On est dans une configuration où le quinquennat est censé harmoniser la durée des mandats et les majorités par conséquent. Si l'on part en milieu de quinquennat sur une cohabitation, il est probable, il est possible que le président de la République se retire sur l'Aventin, se contente de s'occuper des relations internationales, des questions de défense et ne se mêle plus ou moins
des questions de politique intérieure, comme c'était le cas sous les précédentes cohabitations, et laisse le gouvernement gérer ses relations avec la majorité. On est plus dans ce cadre-là, dans un cadre de type parlementaire classique. Mais les choses sont ici plus compliquées parce que Emmanuel Macron s'est lui-même impliqué dans la campagne pour les élections européennes et par conséquent, il cherchera à jouer un rôle contre cette cohabitation et il utilisera les armes qui peuvent être les siennes. Il ne peut plus dissoudre pendant une durée d'1 an, mais il peut parfaitement procéder par message au Parlement, par tentative de présidence du Conseil des ministres qui serait altérée, consistant à freiner des textes. Jacques Chirac l'avait fait, par exemple, pour un texte sur la Corse. Il pourra s'impliquer tout de même dans la vie politique parlementaire de manière très indirecte. Il pourrait aussi, par exemple, utiliser la possibilité que lui donne l'article 10 de la Constitution de demander une nouvelle lecture d'un texte parlementaire qui ne lui conviendrait pas, etc., etc. Voire parfois même le refus de promulgation, comme à l'époque du président Mitterrand. Bien entendu, il pourrait refuser de promulguer des ordonnances, il pourrait refuser de promulguer des lois, soit en saisissant le Conseil constitutionnel, ce qui est arrivé à 3 reprises hors période de cohabitation, soit encore en demandant une nouvelle délibération de la loi qui est soumise au contreseing du Premier ministre. Mais il peut aussi refuser le contenu, voire la convocation d'une session extraordinaire du Parlement. Ce sont ses pouvoirs, il peut les manier à l'encontre pour freiner la vie parlementaire. Et estimez-vous probable la constitution d'un grand gouvernement de coalition? Alors attendons les résultats des élections législatives pour savoir si le Front National, appelé désormais Renouveau National, mais aura une majorité absolue ou approchera la majorité ou au contraire aura fait un mauvais score, nul ne peut le dire. Oui, parce que ça pose la question quand même de ce que seront les alliances de demain. La majorité présidentielle n'a pratiquement pas d'alliés, puisque même l'étiquette Renaissance regroupait à elle toute seule un certain nombre de composantes éparpillées jusqu'à présent. Donc un autre parti politique, on ne voit pas comment il aurait une alliance, reste les écologistes, l'extrême gauche, et puis le Parti socialiste historique. C'est une recomposition des partis politiques. Même question, estimez-vous probable la constitution d'un gouvernement de grande coalition? Un gouvernement de coalition sera très difficile à trouver dans le contexte politique actuel, qui est un contexte totalement inédit sous la Ve République. Et plus largement, que vous inspire cette dissolution? Alors, cette dissolution ne m'inspire guère. Nous avons connu 5 dissolutions précédentes. Elles étaient liées soit à des crises institutionnelles, 1962, soit à des crises sociétales, mai 68, soit encore à la volonté d'harmoniser les calendriers entre quinquennat et septennat, ce qui était le cas en 81 comme en 88, mais aussi en 97, puisque Jacques Chirac n'avait pas dissous l'Assemblée nationale lors de son arrivée au pouvoir, mais il l'avait fait 2 ans plus tard pour s'assurer 5 ans suivants. Manque de chance, cette tentative n'a pas abouti, n'a pas été couronnée de succès. Or, là, nous sommes confrontés à une dissolution qui est de nature totalement différente. Il s'agit pour le président de la République, après s'être impliqué dans un débat électoral, s'être exposé, d'aller à l'encontre des résultats de ce débat. Par conséquent, le président de la République est extraordinairement exposé
dans cette affaire. Si la dissolution se traduit par un nouvel échec politique, il sera évidemment fragilisé et sa responsabilité politique personnelle pourrait être mise en cause par une majorité parlementaire qui chercherait à ce moment-là un affrontement. On a fragilisé les institutions de la Ve République. Certes, le président de la République peut manier ce pouvoir de l'article 12 discrétionnairement, mais l'objet de cette dissolution n'est pas conforme à ses pouvoirs généraux d'arbitrage. Elle fait de lui un acteur totalement impliqué dans le débat. Est-ce que ça remet en cause le calendrier qui, désormais, au printemps tous les 5 ans, nous conduit à avoir d'abord l'élection présidentielle, puis l'élection législative, ce qui renforce le primat de l'élection présidentielle dans la structuration politique de notre pays? Là aussi, il faut attendre pour savoir ce qui va se passer, mais il serait logique que le prochain président de la République, celui qui sera élu en 2027, s'il veut revenir à une concordance de majorité, prononce à ce moment-là la dissolution de l'Assemblée nationale et on repart pour des mandats de 5 ans dans l'un et l'autre cas. Il serait évidemment possible aussi de raccourcir le mandat de l'Assemblée qui va être élue dans 1 mois et de dire, en fonction de considérations d'opportunités politiques ou d'opportunités institutionnelles, qu'il convient que ce mandat soit réduit. Le Conseil constitutionnel serait amené à se prononcer. Il dit oui à des modifications à la marge des calendriers électoraux. Est-ce que pour une Assemblée qui aurait 2 ans d'existence, il donnerait son feu vert? Le débat est ouvert et le doute est permis. Au-delà de cette question, Denis, je crois que vous avez beaucoup travaillé sur le fait que cela conduit à un calendrier complexe quand on intègre les autres élections dans les années et décennies à venir. Faire de la politique, rappelez François Mitterrand, c'est toujours maîtriser le calendrier politique. Or, ce calendrier, il est bousculé. Il est bousculé parce que nous allons maintenant vers 2029. Avons-nous nécessairement la certitude que les prochaines élections législatives auront lieu effectivement en 2029? Pas certain, puisque les élections présidentielles ont lieu en 2027 et que d'ici là, il peut arriver encore beaucoup de choses, notamment une possible démission, une vacance, disons, de la présidence de la République. Ce qui remettrait de nouveau un autre calendrier à jour et de nouveau une dissolution. Donc vous voyez que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Mais je voudrais revenir quand même sur un point très particulier. 2029, si il n'y avait pas d'accroc d'ici là, poserait également un problème, parce que cette même année, il y aurait les élections européennes et les élections donc législatives. Et en plus, le même mois, c'est-à-dire la réplique de ce qui vient de se passer ces derniers jours, enfin qui vont se passer ces jours prochains. Donc, il va falloir imaginer aussi, là, comment on fait un report des élections. Alors là, c'est un peu plus compliqué au niveau constitutionnel, bien évidemment. J'insiste aussi sur un autre aspect des choses. C'est que depuis pratiquement 2012, ou plutôt à l'occasion des élections de 2017 et des élections de 2022, il n'y a pas eu d'élection intermédiaire locale. La première élection qui vient après les élections législatives, c'est l'élection européenne. C'est-à-dire, en quelque sorte, un 3e tour, et c'est compris comme ça par la classe politique, et ça l'a été en tout état de cause hier, compris comme un 3e tour des élections présidentielles, en fin de compte. D'où le danger que présentent aujourd'hui ces élections européennes, sachant, et je le rappelle, que si on peut jouer avec toutes les autres élections, même locales, au niveau des dates, l'élection européenne, on ne peut pas jouer avec, c'est un calendrier fixe. Fixe et européen, bien évidemment. Donc, il y a des difficultés à appréhender le calendrier prochain. Mais je rappelle, et je venais de le dire, donc, depuis 2014, pas d'élection intermédiaire locale. Et puis tout d'un coup, il va y avoir une rafale. Une rafale
à partir de 2026. 2026, c'est municipal. 2027, en théorie, les élections présidentielles. Là, hypothèse de travail également, en fonction du choix du président, de la nature politique du président, est-ce qu'il y aura dissolution? Dans ce cas-là, on est phase 2029. Mais on enclenche immédiatement sur 2028. 2028, les élections cantonales, enfin départementales, veuillez m'excuser, les élections régionales, et puis 2029, les élections européennes. Et là, on revient dans un cycle que nous connaissions du temps des septennats, et avec cette particularité, c'est que du temps des septennats, à l'inverse des quinquennats, les élections locales chevauchaient, en règle générale, sur 2 septennats. Il était rare d'avoir la totalité à l'intérieur du septennat. Et donc, ça se chevauchait. Là, le système n'existe plus, le chevauchement n'existe plus. De telle sorte que ça confirme un peu ce que disait le président de la République, d'ailleurs, il y a quelques mois, en disant il faudrait une évaluation, j'allais dire un contrôle des comptes, en fin de compte, un contrôle à mi-mandat. Il ne savait pas si bien dire, puisque de toute façon, hier soir, c'est bien un contrôle à mi-mandat qu'il demande par la dissolution de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, au revoir. Je vous Donc, en prie. à bientôt. Merci, maître. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, par le cabinet Landau Associés, pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci et à la semaine prochaine.